These will be my final show. Ceux qui ont permis cela, qui l'ont rendu possible, se reconnaîtront. Tout le monde joue un rôle dans l'histoire de Michael Jackson. Michael a commencé à mourir à l'instant où il a été faussement accusé. J'ai remarqué qu'il semblait fatigué par les répétitions. Tout le monde détient une pièce du puzzle. Il m'a dit, tu as entendu parler de ce truc qui t'emmène dans la vallée de la mort, puis te ramène? Si nous parvenons à les rassembler, quel tableau d'ensemble allons-nous voir? Michael Jackson est à l'hôpital. Le corps de Michael a été placé sur ce brancard. Le reste de la famille est arrivé et Kate m'a demandé comment il allait. Et j'ai répondu, il ne s'en est pas sorti. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis navré, il nous a quittés. Michael n'aurait pas vieilli. Il ne voulait pas vieillir. Michael était Peter Pan. C'est une horrible tragédie hollywoodienne, une tragédie américaine et humaine. Tenter d'élucider le mystère Michael Jackson, c'est assembler de multiples fragments de vérité. Michael Jackson était peut-être bien l'artiste le plus talentueux de tous les temps. À cause des scandales des 15 dernières années de sa vie, toute une génération ne se souviendra de lui que pour ses démêlés avec la justice ou pour ses opérations esthétiques catastrophiques. Il y a 5 ans, je me suis pris de passion pour son histoire. En voyant le monde se retourner contre lui, j'ai commencé à réunir les éléments de la vraie biographie du roi de la pop. J'ai œuvré pour accéder à son cercle intime, élaborant d'innombrables faux prétextes et recommandations imaginaires. J'ai pris ma caméra et écouté tous ceux qui voulaient parler. 1, 2, 1, 2, test. J'apprends la coiffure dans ce salon. Je fais la coupe de Michael Jackson. En caméra cachée, je me présente auprès d'une célèbre coiffeuse de star comme un styliste gay désirant se perfectionner dans la pose d'extension. Il avait des extensions. Il n'en aurait jamais porté s'il n'avait pas été brûlé. Mais il était obligé parce qu'il avait une grande plaque chauve. Il fallait faire quelque chose. Chaque anecdote venait s'ajouter au tableau d'ensemble qui s'esquissait. J'essayais de déterminer si Michael était un pédophile. Lorsque je me suis embarqué dans cette folle odyssée, je pensais qu'il était coupable. À la fin de mon investigation, j'avais changé d'avis. Je n'ai pas trouvé la moindre preuve qu'il ait abusé d'un enfant. En décembre 2008, j'ai écrit que Michael n'avait plus que 6 mois à vivre. 6 mois plus tard, le roi de la pop était mort. Il ne respire pas. On lui fait un massage cardiaque, mais il ne réagit pas. Le dernier soir a été formidable. On s'est embrassés, on a beaucoup ri. On a demandé à Michael s'il avait des remarques à faire. Il a dit non. On a dit « à demain alors ». Et lui « super, à demain, 2 heures ». On est resté quelques heures dans l'incertitude. On espérait, on essayait de se faire à l'idée, mais on était anéantis. Tout le monde était sous le choc. On ne s'attendait pas à ce qu'il meure. C'était un type bien. Je connais peu de gens aussi vulnérables, aussi tendres, généreux et pleins d'amour que lui. Les gens parlent de son talent, et ils ont raison. Il est immense. Mais le plus important, c'est que nous avons perdu une personne exceptionnelle. Et moi, j'ai perdu un ami proche. Ma pire crainte s'est réalisée quand Michael est mort. Comme le reste du monde, j'étais bouleversé. Je maudissais son staff. Au lieu de lui procurer les soins médicaux dont il avait tant besoin, on lui avait organisé 50 spectacles parce que sa fortune légendaire était en chute libre. Michael avait plus de 320 millions d'euros de dettes. Quelles que soient les conclusions de l'autopsie, je suis convaincu que c'est la cupidité qui l'a tué. Si la fin de sa carrière n'avait pas été dirigée par un groupe de banquiers, d'agents et de médecins indésirables, il serait encore en vie. Aujourd'hui, son décès prématuré suscite bien des questions. Comme tous ses autres fans,
je suis déterminé à découvrir la vérité. Dites la vérité! Vous devez dire la vérité, sinon vous aurez du sang sur les mains! Vous êtes journaliste, vous êtes censé dire la vérité! Une meute de journalistes attend la reddition du médecin personnel de Michael, le docteur Conrad Murray. Docteur Murray, que dirait Michael s'il était là? Conrad Robert Murray, c'est bien votre identité? Oui. Maître, renoncez-vous à la lecture des circonstances avant l'énoncé des charges? Nous y renonçons. Je vous interromprai chaque fois que nous plaiderons non coupables. Très bien. L'atmosphère était tendue. Ça n'a pas duré plus de 20 minutes. Le docteur Murray n'a pas beaucoup parlé. En sortant du tribunal, il était au bord des larmes. Il semblait terrifié par les fans de Michael qui scandaient « Assassin, assassin !» Il avait peur. Il était bouleversé. Le docteur Murray sera remis au service du shérif. La caution est fixée à 75 000 $. J'ai décidé, et je l'ai dit aux avocats, de poser une restriction à votre pratique de la médecine. Vous n'avez pas le droit, sous aucun prétexte, d'administrer des anesthésiques, en particulier du propofol. Il vous est absolument interdit d'en prescrire, sous quelque forme que ce soit. Avez-vous compris? Mis en examen, le docteur Murray risque 4 ans de prison pour avoir injecté à Michael une dose fatale de propofol, un anesthésique destiné à le faire dormir la nuit précédant sa mort. Le juge Schultz de Los Angeles fixe la caution à 75 000 $, le triple de ce qui se pratique habituellement. Murray paye immédiatement et rentre chez lui. Quand il est sorti de la salle d'audience, il était libre, et cela a fait des mécontents. La famille Jackson. Par ici, s'il vous plaît. Reculez. Il est évident que l'arrestation du docteur Murray n'a pas réussi à faire taire les médias, les fans et la famille de Michael. Nous sommes toujours fermement décidés à découvrir ce qui lui est arrivé. D'aucuns cherchent à connaître sa véritable histoire depuis longtemps, mais nul n'a réussi à en reconstituer la trame, et nul ne détient les preuves que j'ai recueillies parmi ses proches. Moi seul possède certains enregistrements secrets. When we'll live in a perfect paradise earth, where there's no more death, a promise is said. That's my #1 dream. To achieve that, is death something you're afraid of? I don't want to see it. Voici le portrait de Michael Jackson, une fois la mosaïque reconstituée. Les médias et les fans se soucient peu que Michael soit capable un jour de remonter sur scène. On ne parle que de sa santé et il semble loin de pouvoir se donner à 100%. Va-t-il réussir à convaincre qu'il est prêt à reconquérir le monde? These will be my final show. This is it. And see you in July. La dernière répétition se déroule sans accroc. Quelques heures plus tard, Michael, bourré de médicaments, sombre dans un état de profonde dépression. Le lendemain, la planète pleure la plus grande icône de la musique depuis John Lennon et Elvis Presley. Le 25 juin, je vais travailler comme d'habitude. Comme tous les jours, je prépare le petit déjeuner. Les enfants sont là. Ils jouent avec le chien. On est tous dans la même pièce. C'est une belle journée. Le docteur Murray dévale l'escalier, paniqué, en criant « Allez chercher Prince, vite! Vous les gardes, allez chercher de l'aide !» Je déjeunais au Beverly Hills Hotel quand mon portable a sonné. C'était un fan. Il m'a dit « Vous êtes au courant qu'il y a une ambulance devant le portail de Michael ?»
Randy Jackson m'a appelé pour me dire que Michael avait été emmené à l'hôpital. C'est TMZ, le blog des célébrités qui en parle le premier. 3 lignes postées sur le site expliquent qu'il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Los Angeles pour un arrêt cardiaque. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre via Internet. Perez Hilton, le célèbre blogueur People, va jusqu'à suggérer que Michael nous fait une blague. Il conseille à ceux qui ont un billet pour son grand retour sur scène de se faire rembourser. La confusion règne durant quelques heures. La star est-elle dans le coma ou décédée? J'allais prendre mon avion quand on a senti qu'il se passait quelque chose dans le terminal. Tout le monde regardait les télés. Michael Jackson est à l'hôpital. Michael Jackson aurait subi une crise cardiaque. Il a été transféré à l'hôpital il y a une demi-heure. Flash spécial CBS News. Tout s'est arrêté. J'allume la télé et j'entends ça sur CNN. Il est dans le coma. Sur ABC, L'appel au service d'urgence a été passé depuis chez lui. ça va très mal. J'ai fait... Non, j'y crois pas. C'est impossible. J'ai appelé son assistante. Je lui ai demandé pourquoi il y avait une ambulance devant le portail. En début d'après-midi, un commandant en intervention nous a appelés pour nous informer qu'une superstar avait été transportée au centre médical de UCLA. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. We have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay. Let's get him on the floor. Okay. Okay. Let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please, we're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping the chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. À ce moment-là, les secours envahissent la maison, les gardes aussi. Les ambulanciers grimpent l'escalier 4 à 4. Les enfants pleurent, moi aussi, et on se tient les mains pour prier. Par pitié, mon Dieu, faites que rien ne soit arrivé à M. Jackson. Les médias se précipitent au centre médical de UCLA. Une foule immense se rassemble devant l'hôpital. Tout le monde craint de mauvaises nouvelles. À mon arrivée, le centre médical commençait à être submergé. Il y avait de plus en plus de flashs sur la mort de M. Jackson, mais ils disaient toujours que ce n'était pas confirmé. Je crois qu'ils étaient encore à l'hôpital. La sécurité avait déjà tout bouclé. Alors on est retourné à l'intérieur. Il était dans une pièce fermée par un rideau et j'entendais du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Les médecins étaient derrière un rideau, ils s'occupaient de Michael, mais ce n'était pas le genre d'agitation à laquelle on s'attend en cas d'urgence grave. Puis le reste de la famille est arrivé. Sur TMZ, on voit accourir la Toya qui ne cache pas ses larmes. Peu après, les autres membres de la famille la rejoignent. On s'est assis quelques minutes, puis une infirmière est venue. Je lui ai demandé comment il allait. Elle a dit « Qui êtes-vous » ? Je suis son manager, vous savez, Frank DiLeo. Juste à la manière dont elle m'a regardé, je savais que ce n'était pas bon. Elle a poursuivi, il est mort depuis quelques heures en mort cérébrale. Oh non. Puis j'ai dit, écoutez, je vais avoir besoin d'un cardiologue, d'un fauteuil roulant et d'une assistante sociale. Parce que Mme Jackson a le cœur fragile. La Toya s'est effondrée par terre, en sanglots. Je savais que personne ne pouvait rien faire.
Ensuite, je suis entré avec le docteur Murray. Il y avait une assistante sociale et un cardiologue, tout ce que j'avais demandé. Kate m'a demandé comment il allait. J'ai répondu, il ne s'en est pas sorti. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je suis navré, il nous a grippés. Elle m'a agrippé et elle a fondu en larmes. Et j'ai pleuré avec elle. J'ai dû avertir les enfants aussi. Ça n'a pas été une journée facile. Coup de tonnerre à Los Angeles. Le roi de la pop est mort. Admirateurs, photographes et journalistes déferlent sur le centre médical de UCLA pour entendre Jermaine, le frère de Michael, annoncer la tragique nouvelle. C'est très dur. Mon frère, le légendaire roi de la pop, Michael Jackson, est décédé le jeudi 25 juin 2009 à 14h26. Notre amour t'accompagne, Michael, pour toujours. Je t'aime. J'ai allumé la radio et j'ai entendu que M. Jackson était mort. Je me suis garée et j'ai complètement craqué. Désolée. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré pendant 3 heures. Quand j'ai compris que je ne verrais plus jamais ce génie, que je ne lui parlerai plus, que je ne l'entendrai plus, je n'ai pas pu l'accepter. Je ne peux toujours pas. J'arrive pas à croire qu'il est mort. En juillet, la cérémonie à sa mémoire est retransmise à plus d'1 milliard de téléspectateurs. Ça a été un énorme choc. Son heure n'était pas encore venue. Je veux simplement lui dire que je l'aime, que je vois encore ses enfants et que je les aime. Les paroles spontanées et pleines d'émotion de Paris, la fille de Michael, marquent le moment le plus émouvant de la journée. Je veux juste te dire... Plus fort, chérie, rapproche-toi. Depuis que je suis née, papa a été le meilleur père qu'on puisse imaginer. Je veux juste te dire que je t'aime très fort. Je crois que ça lui a plu, qu'il a apprécié qu'il y ait tant de monde, que tous ses admirateurs et les gens qui le connaissaient lui témoignent tant d'amour. Oui, je crois que ça lui a beaucoup plu. Vraiment. Some people satisfied just living life every day, and some people are determined to make other people happy through their art and what they do. And to me, that's wonderful. La mort de Michael déclenche la course au jackpot. Toutes les chaînes diffusent un hommage spécial. Sony et AEG sortent précipitamment un nouveau film. Je ne suis pas surpris. Je prépare cette saga depuis 5 ans. J'ai parlé à des dizaines de ses amis et employés. Vous l'avez vu durant les 6 derniers mois de sa vie. Était-il en bonne santé, heureux? Il me paraissait très heureux, plein d'enthousiasme, d'énergie. Il était optimiste. Il avait de grands projets. Tout ce que j'ai découvert au cours de mon enquête clandestine m'a conduit à prédire en décembre 2008 que Michael n'avait plus que 6 mois à vivre. 6 mois avant sa mort, des problèmes insurmontables enclenchent le compte à rebours. Premièrement, ses dettes. Après des années de frais d'avocat et de dépenses somptuaires, Michael est sur la paille. Les ventes de disques ne sont plus ce qu'elles étaient, et ses proches ne cessent de le solliciter. L'argent était cause d'un grand stress. Il devait une somme énorme. Michael vivait au-dessus de ses moyens. Et il croyait qu'il pouvait emprunter n'importe quel montant. Tu as besoin d'argent, on va prendre un crédit. J'ai des actions, tu les veux? Ah oui, pourquoi pas. De la vie générale, il aurait dû être très riche. Mais les gens qui l'entouraient ne l'ont pas aidé à protéger sa fortune. Il ne savait pas comment s'en sortir.
Ses dettes étaient écrasantes, aux environs de 400 millions de dollars. Je lui ai montré qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Michael doit faire un comeback pour générer de l'argent. C'est alors que l'annonce de sa dernière tournée le propulse de nouveau au top. This is the final curtain call. On préparait les shows This Is It pour Londres. Quand j'ai été engagé, on devait en faire 10. Mais vu l'extraordinaire réponse du public, on a pris la décision collective, car Michael Jackson ne faisait jamais rien contre sa volonté, la décision collective d'en donner 50. Dès que j'ai entendu parler des 50 concerts, j'ai dit « Impossible, il ne les fera jamais ». Je ne pense pas que Michael avait les moyens physiques de donner 50 concerts. D'ailleurs, ceux qui les ont négociés ont été très clairs. Il ignorait qu'il y aurait 50 dates. Il pensait qu'il n'y en avait que 10. La demande leur permettait d'en faire 85. Ils sont donc allés voir Michael et lui ont demandé ce qu'il en pensait. À ce moment-là, je suis intervenu. Écoute-moi bien, Michael, je vais être honnête avec toi. Avec 50 spectacles, tu ne régleras pas tes dettes. Il va falloir remplir beaucoup de stades pour en sortir. Mais on peut reprendre le contrôle. Et il était d'accord. Je ne crois pas que Michael se serait contenté de 10 spectacles. Ça n'aurait pas fait autant de spectateurs. Il a accepté et il a signé. Ensuite, il s'est plaint. Je signe pour 10 shows, je vais me coucher et le lendemain matin, c'est passé à 50. C'était sa manière de dire « J'en ai accepté 10, mais à la demande générale, je suis obligé d'en faire 50. » Ses seuls problèmes financiers n'auraient jamais poussé Michael à se lancer dans 50 spectacles épuisants. Un second facteur n'a jamais été pris en compte, son cercle intime. Les gens de son entourage étaient ce qu'on appelle des facilitateurs. Ils avaient beaucoup à gagner et beaucoup à perdre avec lui. Il était dépendant et manipulé par d'autres, et cela a certainement hâté sa fin. C'étaient des requins face à un homme extrêmement vulnérable. Ce sont des sycophantes, des parasites. La plupart étaient là pour son argent. Il était cerné par des gens dont le seul intérêt était de savoir combien il pouvait gagner pour eux. Michael allait de conseiller en conseiller, d'avocat en avocat. S'il avait mal quelque part, on lui disait « Prends ça, s'il n'y en avait plus, quelqu'un courait en acheter ». Comme il avait plusieurs médecins, personne ne savait exactement ce qu'il prenait. L'un des médecins qui évolue autour de Michael à la fin de sa vie fait figure d'acteur principal. Son porte-parole personnel, le docteur Tomé Tomé. Quand j'ai prédit que Michael n'avait plus que 6 mois à vivre, le bon docteur a déclaré à la presse que c'était pure affabulation. Pour ma part, j'avais des soupçons sur lui, surtout après avoir vérifié ses références auprès du Conseil de l'ordre américain. Je n'ai jamais trouvé la preuve qu'il était médecin. Je ne sais pas d'où sortait Tomé. Il était là, il a négocié le contrat. Ce que je sais, c'est que Michael n'était pas content du calendrier des concerts. Il n'avait jamais organisé de tournée, c'était un homme d'affaires. Personne n'a écouté mes avertissements. Michael déclinait rapidement et les médias internationaux ont vite relayé l'info. Plus la tournée approchait et plus on voyait des photos de lui à gare, en fauteuil roulant ou sur des béquilles. Oui, j'ai remarqué qu'il avait l'air fatigué par les répétitions, ce qui était normal. J'ai appris par M. Ortega et d'autres sources que Michael n'était pas en grande forme. À mon avis, il y avait une part de publicité et une part de vrais ennuis de santé. Personne ne peut nier qu'il souffrait durant les derniers mois de sa vie. Il avait des troubles respiratoires, il était anorexique, il était faible. Il souffrait constamment. Tomé Tomé, avec un aplomb sidérant, prétendait que Michael était en bonne santé. 2 semaines auparavant,
Il avait déclaré que celui-ci était trop malade pour aller témoigner à Londres dans un procès où le prince de Bahreïn lui réclamait plusieurs millions de dollars. Et malgré la rumeur qui enflait, le médecin des assurances l'a déclaré apte à donner les fameux 50 spectacles. Comment est-il humainement possible qu'il ait passé sans problème la visite médicale pour les concerts de Londres? Nous voulons tous voir les résultats de ce check-up. Comment est-ce possible? À moins d'avoir fermé les yeux. Comment une personne soi-disant bien portante se retrouve-t-elle en arrêt cardiaque à l'arrière d'une ambulance? La véritable histoire ne colle pas avec celle qu'on nous raconte. Voici l'ambulance qui a transporté Michael à l'hôpital de UCLA le 25 juin. Le monde entier avait les yeux fixés sur ce véhicule et priait pour lui. Michael a été placé sur ce brancard, il a été mis sous oxygène, on a tout tenté pour le ranimer. Malheureusement, le temps d'arriver à l'hôpital, il était trop tard. Le docteur Murray n'a pas quitté Michael, il l'a accompagné dans l'ambulance, et il a été le point de mire de l'enquête sur sa mort. Mais le docteur Murray n'est pas la clé du mystère. Les ramifications sont bien plus profondes. I can't stand for a person to be dishonest, number one. I can't stand for a person to cheat another person, no matter what. And I believe in all fairness because I'm fair. I love people, but I don't like the evilness of people. You can separate that, huh? Some of you, Elton, Lennon, all those guys went through that. My situation is unusual. There's probably not one who's done it. Who's had my success and not been affected by that stuff. À la suite du décès de Michael, d'étranges détails de l'enquête sont divulgués. L'intérêt du public culmine. Chacun y va de sa théorie sur la cause de sa mort. Les médias nous donnent différentes versions de ce qui s'est passé. Il faut analyser soi-même les faits pour trouver la vérité. Larry Seidlin a présidé les procès qui ont suivi la mort d'Anna Nicole Smith. Pour lui, les tragédies à répétition qui ont mené l'actrice à l'overdose sont une histoire trop bien connue. Celle de stars manipulées et mises en danger par leur entourage. J'ai vu un parallèle entre la mort de Michael Jackson et celle d'Anna Nicole. Trop de médicaments et trop de gens prêts à lui en procurer. Ça l'a mené à sa perte. Lorsqu'on est aussi célèbre et qu'on a un talent aussi extraordinaire, les gens se servent souvent de vous dans leur intérêt. 8 mois plus tard, le rapport du légiste apporte une preuve incontestable. Il se lit comme un manuel de médecine et révèle un abus de médicaments prescrits à l'appel. On nous avait prévenu que certains médicaments avaient été retrouvés. Du propofol ou diprivan, du midazolam ou Versed, du lorazépam ou Ativan, et du diazépam ou Valium. Nous savions qu'ils avaient été prescrits par le docteur Murray, par le docteur Klein, par le docteur Metzger et par Dieu sait combien d'autres. Il m'a dit, écoute, ça m'est arrivé. Tu as entendu parler de ce truc qui t'emmène dans la vallée de la mort, puis te ramène? À l'évidence, il parlait de cet anesthésique. L'autopsie révèle le cocktail habituel d'antidépresseurs et d'analgésiques. Mais ce qui choque tout le monde, c'est la cause du décès. Intoxication aiguë au propofol. La mort de Michael est un homicide résultant directement des actes de son médecin personnel, le docteur Conrad Murray. Nous ne l'avions pas rencontré. C'est Michael qui voulait l'emmener en tournée. C'est lui qui l'a choisi, pas nous. Voici le médicament que le docteur Murray dit avoir donné à Michael Jackson. C'est du propofol, non générique diprivan. Il s'administre par perfusion. Ça agit très vite. Ça vous met KO. Ça donne une intense sensation d'euphorie et si vous dépassez un peu la limite, vous êtes dans la vallée de la mort. Je n'ai jamais vu ça. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'un abus de propofol.
Pour la simple raison que ça ne s'achète pas en pharmacie. Ce n'est pas un médicament qu'un médecin de ville peut prescrire. On ne le trouve qu'à l'hôpital. D'après ce que j'ai lu sur la carrière du Dr Murray, il est cardiologue. Mais il s'est mis à utiliser des anesthésiques sans aucune formation. Il ne savait donc pas comment les doser. Outre son ignorance en anesthésiologie, le rapport d'autopsie et les appels au service d'urgence indiquent que Murray n'a même pas su effectuer les gestes les plus élémentaires. No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Oh, you got the doctor there? Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Le médecin qui était là pratiquait la RCP sur le lit. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. Ce n'était pas la bonne procédure. Les pompiers leur ont demandé de poser le patient par terre, afin d'avoir une surface dure pour pratiquer la réanimation. Okay, let's get him on the floor. Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? Les versions divergent. Michael est par terre, il le met sur le lit et tente de le réanimer sur un matelas mou. Un cardiologue devrait savoir que les compressions thoraciques se font sur une surface dure. Il y a de quoi s'interroger sur les compétences de Murray. De plus, son récit ne concorde pas avec le rapport de police. Au départ, Conrad Murray a dit à la police qu'à un certain moment, il avait trouvé Michael Jackson inconscient et qu'il s'était immédiatement porté à son secours. Mais les relevés téléphoniques le contredisent. Naturellement, les enquêteurs les ont obtenus. Et en les examinant, ils se sont aperçus qu'après le moment où il dit avoir découvert que Michael Jackson allait mal, Conrad Murray était au téléphone. D'une voix posée, très professionnelle, le docteur Murray passe plusieurs coups de fil juste après s'être rendu compte de l'état de Michael. This is Dr. Murray from Bob. Hi, how are you? Sorry I missed you. Just wanted to talk to you about your results of ECP. Il est compréhensible que dans l'affolement, l'exposé du docteur Murray ait été confus. Mais pourquoi s'est-il écoulé 90 minutes entre le moment où il a découvert Michael et celui où il a demandé aux gardes d'appeler les secours? Les ambulanciers arrivent 90 minutes plus tard. Il était sûrement déjà en mort cérébrale. Il n'y avait plus personne à réanimer. Un temps précieux avait été perdu. Ça s'appelle l'heure en or. Si les secours médicaux arrivent vite, ils ont le temps de stabiliser le patient. Les chances de le sauver sont plus grandes. Je crois qu'il a pris peur. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Michael Jackson. Il était allongé là, sans pouls, inconscient. Que faire? Il était en pleine panique. Il était là en tant que médecin personnel de Michael Jackson. Il avait une responsabilité éthique, morale et professionnelle, et il a failli. Il a échoué lamentablement. C'est un médecin expérimenté. On ne fait pas quelque chose quand on sait que c'est mal, et on ne le fait pas parce que le patient vous dit qu'il sait mieux que vous ce qui lui convient. Quelqu'un aurait dû dire « Écoute, je ne vais pas le faire parce que ça ne se fait pas à domicile. » La simple administration de propofol pour dormir est déjà très loin des pratiques standards. C'est du jamais vu. L'anesthésie, ce n'est pas le sommeil. On n'est pas dans le même état quand on se réveille, on ne se sent pas reposé. Ce n'est pas un traitement contre l'insomnie, c'est un traitement qui permet de subir une opération chirurgicale. À mon avis, ce n'était pas légal. Il n'aurait pas dû le faire en dehors du cadre d'un hôpital. Le rapport d'autopsie soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Trop de détails inexpliqués s'entrelacent pour former un écheveau d'interrogations, de théories du complot, ou même de mystification. Ce qui frappe à la lecture du rapport d'autopsie, c'est qu'on a retrouvé du propofol et de la lidocaïne dans le foie de Michael Jackson. Il n'existe que deux moyens pour que ce mélange médicamenteux se soit retrouvé là. Un, il l'a bu, ou deux, Conrad Murray y a mis. Ces hypothèses n'ont pas été prouvées en justice, mais elles ne font qu'ajouter aux suspicions sur l'authenticité de la version du Dr Murray. Le dosage qu'il dit avoir donné à Michael Jackson n'est pas cohérent.
Voici la quantité de propofol que nous utilisons pour endormir un patient. Pour faire dormir quelqu'un de la taille de Michael pendant plusieurs heures, il faudrait au moins une quinzaine de flacons comme celui-ci. Conrad Murray déclare qu'il a injecté cette quantité à Michael Jackson, 25 mg pour le faire dormir 8 heures. Avec ces 25 mg que le docteur Murray prétend avoir donné à Michael, ce dernier n'aurait jamais dormi 8 heures. La dose n'est même pas suffisante pour endormir quelqu'un. D'où vient donc le propofol? Qui l'a prescrit? Qui l'a obtenu? C'est pour ça que je crois que d'autres personnes sont impliquées. Vous verrez qu'avant que cette affaire soit close, des noms feront surface. Conrad Murray s'est absenté pendant des heures pour aller voir une call girl. J'appelle ça un meurtre. On ne parle que de ça sur Internet. On se pose des questions. Après avoir vu This Is It, je me suis dit qu'il l'avait tué. Il n'avait plus besoin de lui. Ils ont toute sa musique, toutes ses images. Il y a du Michael Jackson pour des siècles. Tout le monde est plus peinard et plus riche sans lui, semble-t-il. Beaucoup de monde dit que Michael valait plus mort que vivant. Ça me brise le cœur d'entendre ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne connais pas la réponse. Seul le temps le dira. On ignore ce qui s'est passé à l'abri des regards dans la maison. En tant qu'observateur de la société People, on sait une chose, c'est qu'il n'est pas surprenant qu'il soit devenu dépendant. On sait aussi que les gens qui l'entouraient l'utilisaient et abusaient de lui sans fin. C'est une horrible tragédie hollywoodienne, une tragédie américaine et humaine. The thing you fear the most, or would be the saddest thing for you? If somebody would cheat me, but I won't go for that. Would be the fact that you would give in like Elvis did to all these vices, or Oh, I know that's not gonna happen. you don't even worry about that. No. I hate Pepsi. Or you want to say that though? I really not. No. I can't stand Pepsi. I hated doing that dumb commercial. Après la mort de Michael, les preuves que son déclin a débuté il y a plus de 20 ans ne cessent de s'accumuler. Je vais vous montrer des images tirées d'une vidéo de Us Weekly. Us Weekly a obtenu des images du tournage de la pub Pepsi de 1984, qui s'est mal terminé pour Michael Jackson. J'ai été invité à des talk-shows, mais ce que l'on attendait de moi, c'était du sensationnel, pas la vérité. Ceux qui connaissaient Michael avaient compris l'impact de l'accident bien avant que les images ne sortent. Oui, j'étais présent, mais je n'étais pas son manager à ce moment-là. J'ai assisté à toutes les prises. C'était fini, j'ai dit au revoir, puis ils ont demandé une autre prise. Là, vous voyez, sa tête, ses cheveux prennent feu. Ça a été une journée épouvantable, et ça lui a causé beaucoup de souffrance et de désagréments. Ian Halperin. Jane, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas le moment de ressortir les vieilles affaires. La planète est en deuil, sa famille est en deuil. Il faut se concentrer sur l'enquête. Il est devenu dépendant aux médicaments après l'accident Pepsi. On a toujours su que Michael avait un problème avec les médicaments. Rien ne l'empêchait de monter sur scène. Mais le problème était réel. Est-ce qu'on lui avait dit qu'il n'allait pas bien? Y avait-il quelqu'un pour lui dire la vérité? Probablement pas. Non, parce qu'à l'époque, ça n'était pas un problème. Il pouvait prendre un calmant de temps à autre, ce n'était pas grave. Il y avait des signes, ça m'inquiétait. Mais il m'a assuré qu'il était sous traitement depuis des années. Tant que ça restait dans des limites raisonnables, ça pouvait aller. Mais il a perdu le contrôle. Il nous arrivait de devoir le porter jusqu'à sa chambre, de lui enlever ses bottes et de le coucher. Ensuite, je restais là pendant 3 ou 4 heures pour le surveiller, pour m'assurer qu'il respirait encore. Malheureusement, ce sont les médecins qui ont ancré sa dépendance. Mais dès qu'on est accro, on est en demande.
Quand on est Michael Jackson, le roi de la pop, personne ne vous dit non. Michael avait un grand pouvoir, le pouvoir de son intelligence et celui de son portefeuille. Il pouvait acheter les médecins. Il y a un médicament pour tout. Des fourmis dans les jambes. Il y a une pilule. Je lui ai refusé une ordonnance il y a longtemps. Il ne m'en a jamais redemandé. Je lui en avais parlé en mars. Je lui ai dit, Michael, ça me gêne d'aborder la question, mais as-tu besoin d'aide? Est-ce que tu prends quelque chose? Ça l'a indigné, il était furieux contre moi. J'étais stupéfait que personne ne soit intervenu, même quand des bruits sur sa santé ont commencé à circuler durant les répétitions de This Is It. Les informations diffèrent. Un chorégraphe vous dira, il assurait. Quelqu'un d'autre dira qu'il arrivait en fauteuil roulant. Chacun semble avoir sa vision de Michael Jackson. Alors, était-il en fauteuil roulant? Est-ce qu'il bondissait et faisait le moonwalk? Pour savoir si Michael était suffisamment en forme pour 50 concerts, j'ai rencontré son entraîneur personnel de longue date, Lou Ferrigno, alias l'incroyable Hulk. Bonjour. Bonjour, monsieur Ferrigno. Je me suis fait passer pour un moniteur de canoë canadien en mauvaise condition physique et tenant à tout prix à perdre du poids. C'est grâce à vous qu'il était en forme. On se connaissait depuis 20 ans. On a passé beaucoup de temps ensemble. Alors c'est là? Oui, c'est ma salle de torture. C'est ici que je donne des cours particuliers à Michael et à d'autres célébrités. Vous pouvez me faire Hulk, s'il vous plaît? Merci. Vous pourriez me montrer quelques exercices que vous donniez à Michael pour This Is It? Bien sûr. Enlevez votre sweatshirt. Je suis surpris d'apprendre que l'entraînement était un moment décontracté, où il donnait libre cours à son naturel espiègle. Michael arrivait parfois avec son masque, ses lunettes, son chapeau noir et ses gants. Je disais, pourquoi tu portes un masque? Je ne veux pas que les gens me voient. Enfin Michael, il est 10 h du soir, il n'y a personne, enlève-le. Alors il regardait partout et il le retirait. Puis il trafiquait les lumières pour qu'il fasse sombre. Je lui disais, arrête, je veux pas être dans le noir. Il n'arrêtait pas de me faire des blagues, de me taquiner. Il venait s'exercer souvent pour la tournée This Is It? 2 ou 3 fois par semaine pendant 2 mois. Il faisait des progrès? Oui. Physiquement, il était capable de donner 50 concerts. Il a toujours été en bonne santé. Quand on est allé voir This Is It avec mes amis, il ne m'a pas paru malade du tout. Je n'ai pas trouvé aussi souffrant et fragile que bien des gens aimaient à le laisser entendre. Lors de notre dernier rendez-vous, où nous devions discuter d'un livre, j'ai trouvé qu'il n'était pas en état de faire quoi que ce soit. Il était très faible, très fragile. Ça m'a beaucoup troublée. Quand on est dans un état mental aussi précaire, ce n'est pas le moment de se lancer dans des entreprises professionnelles. Il était comment torse nu? Pâle? Oui, tout blanc. Tout blanc? Aussi blanc que vous. Sérieux? Blanc, complètement blanc. Quoi? Tout son corps était blanc? Ouais? Comment est-ce possible? J'en sais rien. À vue de nez, qui est le plus en forme, Michael ou moi? Soyez franc. Vous. D'après nos sources, il était évident qu'il avait de nombreux problèmes médicaux. Il souffrait beaucoup. Vers la fin, il était quasiment anorexique. Je dois dire que la dernière fois que je l'ai vu, il avait encore perdu quelques kilos. Mais j'ai pensé que c'était à cause des répétitions. Il voulait être le plus léger possible pour danser. Il était obsédé par son poids. Il montait sur la balance dès qu'il arrivait ici pour être sûr qu'il n'avait pas grossi. Je lui disais, Michael, ce n'est pas la balance qui compte, c'est ton image dans le miroir. Le plus étonnant, c'est qu'il a passé une visite médicale complète sans aucun problème. Il a déniché un médecin ici à New York qui lui a trouvé un physique d'astronaute. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, certaines personnes sont prêtes à collaborer. Peut-être que c'était truqué. Ça arrive tout le temps. Mais je sais que le tourneur britannique n'a pas cru aux résultats de l'examen. N'oubliez pas qu'il était sur le point de s'envoler pour Londres quand il est mort. Toujours est-il que la société avait demandé une deuxième visite médicale dès son arrivée. Les répétitions s'intensifient. La fatigue s'installe et le besoin d'évasion de Michael croît dangereusement. Il doit monter sur scène à tout prix.
Ce que Michael veut, Michael l'obtient. S'il disait à Conrad Murray « Je ne peux pas dormir, donnez-moi quelque chose », Conrad Murray faisait ce qu'il pensait être indiqué pour l'aider à dormir. Il m'a dit qu'il avait de gros problèmes d'insomnie. Il se couchait tard et se levait vers 11h ou midi. Quand j'ai commencé à l'entraîner, il venait à 10h du soir et repartait à minuit. Je pense que Michael Jackson est mort d'épuisement. Il n'arrivait plus à dormir à cause de tous les problèmes qui s'étaient accumulés au cours des ans. Et son cœur a lâché. Il devait 400 millions de dollars. Il était à sec. Il avait une famille, une tournée en préparation et des problèmes d'insomnie. Il avait besoin de plus de temps pour s'entraîner, pour pouvoir assurer les chorégraphies, la mise en scène et la tournée. C'était une tâche énorme. Durant les dernières semaines de sa vie, on n'arrêtait pas de me dire que Michael manquait les répétitions, qu'il n'était pas capable de répéter. AEG a annoncé un report des dates. C'est un fait, c'est ce qui s'est passé. Ce que l'on voit dans le film n'est pas le reflet exact de la réalité. J'ai vu le film This Is It. Il faisait des efforts intenses. Il s'entraînait à fond. Il était phénoménal, mais fragile. Il pesait 60 kilos et avec la pression, son cœur n'a pas tenu. La mort de Michael n'est pas due à un seul facteur. Il faut peut-être en chercher la véritable cause dans les décennies agitées d'un patient en dents de scie. Is that something you just insist on, or is it? I insist on it. I want to sail my own course. I'm the captain of my ship. I take suggestions. I'll listen to what everybody has to say, but the final decision is mine. I think that's my greatest inspiration. It is. Like, I mean, I love Disneyland and stuff, but I go there. Like 90% is me watching the kids. J'ai commencé à m'intéresser à l'affaire Michael Jackson le 13 juin 2005, quand toutes les chaînes ont annoncé l'imminence du verdict dans son procès pour abus sexuels sur mineurs. Nous déclarons le prévenu non coupable de gestes obscènes sur mineurs. Devant le tribunal, la foule a explosé. Une femme lâchait une colombe blanche pour chaque chef d'accusation dont Michael était acquitté. Le ministère public n'avait même pas obtenu une seule condamnation. Il était libre. Je n'en revenais pas. Encore un procès bidon où une équipe de brillants avocats avait permis à une star coupable de s'en sortir indemne. Le voici qui quitte le tribunal. Il salue ses fans. En tant que père d'un jeune enfant, l'idée qu'un prédateur sexuel ait échappé à la justice me répugnait. Du coup, j'ai décidé que je l'amènerais devant ses juges d'une manière ou d'une autre. J'étais furieux. C'était un autre O.J. Simpson en liberté. En 2 semaines, j'allais prouver que c'était bien un pédophile. Et ce que j'ai découvert ne le présentait pas sous son meilleur jour. C'était un pédophile classique. Il se liait d'abord avec les parents, ou bien il récupérait des enfants de parents divorcés qui étaient vulnérables. Il était vraiment bizarre qu'un homme adulte, brusquement, ne voit que des enfants, qu'il passe son temps avec eux sans les parents. Non, moi je trouve ça louche. La première allégation de pédophilie découle de l'affaire Jordan Chandler, en 1993, lorsqu'Evan Chandler, le père du garçon, poursuit Michael pour abus sexuels sur son fils. Les gros titres se bousculent, les journaux à scandale s'en donnent à cœur joie. Après la déposition de Jordan Chandler, le bureau du procureur fait subir à Michael un examen médical rigoureux afin de confirmer la description physique donnée par son accusateur. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. Jordan Chandler a dit à la police que Michael était circoncis, mais son témoignage est sujet à caution. Sa description et les résultats de l'examen ne correspondent pas.
Les accusations de 1993 ne tenaient pas la route. Pas du tout. Il a été prouvé que c'était un coup monté. Au bout du compte, des enregistrements secrets révèlent que le père, Evan Chandler, projetait de détruire Michael Jackson personnellement et professionnellement. Ce n'est pas une simple preuve comme on en voit d'ordinaire. Quand je l'ai appelé, il m'a demandé si j'y croyais. J'ai dit, Michael, je sais exactement ce qui s'est passé. Je te conseille de te battre. C'était son intention. Si tu ne te bats pas maintenant, ça va s'éterniser et causer des problèmes. Ce n'était pas le conseil que tout le monde voulait que je lui donne. Alors qu'on continue à l'accuser, Michael continue à se défendre. Mais en 1994, sa compagnie d'assurance intervient et règle l'affaire à l'amiable en son nom. Il y avait la tournée, un album allait sortir. Alors ils lui ont demandé de prendre la voie la plus facile, qui s'est révélée la pire. Et il a décidé de négocier. Les gens ont pensé qu'il avait une part de responsabilité, que c'était même un aveu de culpabilité. Mais non, ce n'est pas lui qui tenait les rênes. Michael accepte sous la pression pour éviter de perturber sa tournée mondiale. Mais les 22 millions de dollars versés à Evan Chandler sont perçus comme un aveu par la presse et le public. Et jusqu'à la fin de sa vie, il sera la cible de plaisanteries et d'accusations de pédophilie. En apparence, tout suggérait qu'il l'était. Mais les gens n'ont pas compris qu'on peut être obsédé par les enfants, être un enfant, sans que ça implique une attirance sexuelle. Michael Jackson, dans sa forme la plus pure, était un enfant dans le corps d'un homme de 50 ans. J'ai emmené mes enfants à Neverland depuis leur plus jeune âge, et ils n'ont jamais remarqué quoi que ce soit d'anormal. Non, c'était un endroit qui avait l'air de sortir tout droit de l'imagination. Il y avait des cinémas, des autotamponneuses, des manèges, c'était la récré perpétuelle. 4 ans après le procès de 2005, j'ai interviewé des centaines d'amis et de collaborateurs de Michael. Plus j'en rencontrais, plus il devenait évident que ce dernier était innocent. J'étais près de Michael 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai jamais rien vu d'inconvenant. Si j'avais vu quelque chose, j'aurais été le premier à lui passer les menottes. Tout le monde lui disait « Michael, ne t'approche pas des enfants ». Mais il se rebellait. Ne me dites pas de changer de personnalité. Ne me dites pas de changer ce que je suis. Je suis celui que je veux être. I don't know what you're trying to make out of this. I'm not trying to make anything out of it. I'm trying to identify whose handwriting it was. Okay. Comme la plupart des gens, presque tout ce que je croyais savoir sur l'affaire était faux. Et j'étais largement influencé par les reportages irresponsables et gravement biaisés de journalistes qui voulaient sa peau. Dans l'opinion publique, l'arrangement à l'amiable de 1993 prouvait sa responsabilité. Quand je suis arrivé, il y avait entre 1000 et 1500 journalistes. Tous le pensaient coupable. La santé de Michael est gravement ébranlée par sa seconde affaire d'abus sexuel sur mineurs. Il semble près de s'évanouir plusieurs fois durant le procès. Il a le visage ravagé. On ne peut qu'imaginer le tourbillon d'émotions qui a dû le dévaster. Sa vie, son être, en ont été affectés. Il était très en colère et bouleversé. Il m'appelait à 2h30 du matin. « Brian, pourquoi ils me font ça ?» In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. The information is disgusting and false. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I never intend to place myself in so vulnerable a position ever again. Please keep an open mind and let me have my day in court. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you.
Il était résolu à se battre parce qu'il était innocent. Il était complètement innocent les deux fois. Le jury l'a compris. Les gens participant au procès ont vu l'évidence. Elle crevait les yeux. Michael Jackson n'avait rien fait. Il n'était pas là aux dates et aux heures où ses accusateurs prétendaient que les faits avaient eu lieu. Il ne s'est jamais rien passé. Mon enquête sur l'affaire Arvizo en 2005 a démontré que le plaignant et sa famille avaient l'extorsion de fonds dans le sang. Ils ont été poursuivis pour faux témoignages et fraude. J'ai trouvé la preuve qu'ils avaient fraudé le gouvernement à l'instant précis où ils l'accusaient d'abus sexuels. Je n'ai jamais trouvé la preuve tangible qui m'aurait permis de faire rouvrir le dossier Jackson. À la fin de mon investigation, c'était lui la victime. Le monde entier a suivi le procès, mais on n'a pas fait autant de battage sur son innocence que sur sa culpabilité supposée. On n'a jamais vu l'extrait des débats quand il répète « innocent, innocent, innocent » 10 fois de suite. On ne le voit jamais. On voit tout, mais pas ça. Ce n'est pas bien. C'est la presse américaine. C'est nous qui l'avons tué et qui lui avons fait vivre ce cauchemar. Les charges d'abus sexuels sur des enfants que Michael Jackson aimait tant et dont il se sentait si proche l'ont complètement anéanti. C'est ça qui l'a fait sombrer. À votre connaissance, Monsieur Jackson, avez-vous déjà été accusé d'agression sexuelle sur Brett Barnes? Ne répondez pas. Cette expérience l'a complètement traumatisé. Ça l'a tué, ça l'a détruit, Michael a changé. Il s'est renfermé encore plus, on ne le voyait plus beaucoup. Et ça a été sa fin. Il ne s'en est jamais remis. Je pense qu'à partir du moment où ces accusations sont sorties, émotionnellement, il a plongé de plus en plus profondément. Le juge Rodney Melville a dit à Michael, « Monsieur Jackson, votre caution est levée. Vous êtes libre. » Des paroles qui seront répétées d'innombrables fois à partir d'aujourd'hui. Mais le monde ne s'est pas souvenu de ces mots et l'ombre du doute a continué à planer sur les acteurs du procès. L'image de Michael en a été ternie à jamais. Quelques années plus tard, Jordan Chandler, qui l'avait accusé en 1993, a porté plainte contre son père Evan pour coups et blessures et attaques au gaz incapacitant. Après la mort de Michael, Evan Chandler s'est suicidé sans laisser de lettre d'explication. Quand Michael a disparu, on s'est mis à examiner toutes ces ordures et ces accusations, en se demandant si elles étaient justifiées. Je crois que l'émotion démontrée massivement par le public nous dit que les gens ont reconnu que ce n'était que ragot et baliverne. Nous avons enfin pu faire valoir à tous que Michael Jackson n'a jamais touché à un enfant. I love the whole idea of being untouched. I even like them undisciplined. You know, anything goes. Throw stuff and just be yourself. Jump on the bed. Put your shoes on the couch. I just love watching their behavior. Les calomnies et l'attention permanente de la police, des médias et du public ont détruit l'inviolabilité de Neverland. Il disait toujours que Neverland était son sanctuaire. C'était son foyer, le seul endroit où il se sentait vraiment à l'aise. Après la descente de police sur Neverland, ça n'a plus jamais été pareil. Il n'y a plus jamais vécu. Michael quitte les États-Unis pour fuir la mauvaise publicité. Ses malheurs financiers, les accusations, tout cela a ajouté à la terrible douleur qu'il voulait fuir. Il a disparu. Michael et ses 3 enfants vivent une existence nomade durant les années qui suivent. Ils voyagent dans le monde entier sans se poser nulle part. L'Amérique s'était terminée. Il voulait partir. Il a quitté les États-Unis parce que toute cette mauvaise presse et la nature malveillante des attaques des médias l'avaient blessé. Aller à Bahreïn, c'était trouver un refuge pour tenter de se reconstruire, j'imagine. Pendant un temps, le prince de Bahreïn offre une retraite à Michael et à sa famille. Mais comme toute chose dans sa vie, le répit est de courte durée. Il devait de l'argent à son départ. Une fois encore, Michael doit fuir.
Sur les photos, à Los Angeles ou en Europe, il était toujours un peu bizarre. Un jour, il portait un masque, un autre, il était en chaise roulante. Ensuite, ses enfants sortaient avec des masques de carnaval. On ne savait jamais ce qu'il allait inventer. Il vivait dans un autre univers. On se disait, mon Dieu, je doute que cette personne puisse survivre dans notre monde, avec toutes ses complications et à cause de sa fragilité. Dans sa quête de stabilité, Michael s'est parfois tourné vers des puissances supérieures, quitte à perdre pied avec la réalité. Sa spiritualité a-t-elle affecté son attachement au monde? J'ai rendu visite à l'une de ses dernières conseillères, la révérende June Gatlin. Je suis ravie de cette occasion. Elle nous donne le privilège de rendre hommage à un homme d'une grandeur et d'une majesté exceptionnelle. Il est la raison de notre rencontre. Il était d'une grande spiritualité. Absolument. Et bien des gens l'ignoraient. C'était un explorateur, il voulait rencontrer tout le monde. Il avait des penchants pour la spiritualité. Il en ressentait l'appel. Il a cherché des conseillers spirituels. En rassemblant ces gens, il les intégrait à son plan, un plan très réfléchi. Tous ceux qui avaient écrit un bon livre sur la spiritualité, tous ceux qui l'intriguaient, il voulait les rencontrer. Partout où je suis allé, on m'a raconté comment Michael passait de religion en religion dans une impossible quête. Certaines rumeurs faisaient même état de superstitions farfelues. Toutes les superstars parlent d'atteindre le dispensateur de dons, car c'est lui qui contrôle le monde. Et la seule façon de l'approcher, c'est d'entrer dans un état de quasi-coma. Pour y arriver, Michael utilisait les médicaments. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai assisté à ces conversations. Et voici les volumes du journal de 2009. Vous voulez voir quelque chose? J'aimerais beaucoup. À June. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être baptisée dans la mer de la vie, la plus purifiante des eaux. Vous êtes un don de Dieu. Vos jours sur cette planète sont bénis à jamais. Je vous aime, Michael Jackson. C'était le 9 mai. Il écrivait très bien, on ne lui rend pas justice. C'était un poète. Lui? Oh mon Dieu! C'était un auteur phénoménal. Michael croyait en sa muse. Il croyait aux anges gardiens. Il croyait aux dons du ciel. Il disait souvent que la musique lui venait d'ailleurs, qu'il ne la composait pas. Je connais sa vraie voix. Comment était-elle, sa vraie voix? Ce n'était pas... Salut. Elle n'était pas comme ça. Je lui disais, parlez normalement, dites « je vais bien ». Je vais bien. Non, 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 dites-le avec votre vraie voix. Je vais bien. Voilà, chérie. N'oublions pas qu'on lui a enseigné l'importance de la Bible dès son plus jeune âge. Il a eu des sentiments religieux toute sa vie. Voulez-vous qu'on dise une prière pour lui? Voulez-vous me guider? Nous vous remercions pour la vie et l'homme qu'était Michael. Je dis merci et vous pouvez le dire aussi. Merci. Qu'il en soit ainsi. C'était beau. Merci. Comme lui et comme vous, chérie. Merci. June Gatlin possède la force rare d'accepter l'absence de Michael. Peut-être parce qu'il a trouvé dans la mort son dernier refuge après une vie de souffrance. Michael est mort, son esprit a quitté son corps, il a fait « ah » et l'a abandonné. Son heure était venue, il ne serait pas parti sans cela. Il n'existe pas de mort prématurée. Quand on part et qu'on ne revient pas dans son corps, c'est qu'on est censé partir. C'est pour ça que toute la planète sent sa présence. Il n'a jamais existé quelqu'un comme lui. Je lui ai dit, il n'y a jamais eu personne comme vous, et il n'y en aura jamais. Vous êtes unique. J'espère simplement que Michael, où qu'il soit, est enfin en paix. C'était un homme exceptionnel et un talent extraordinaire. Mais il était tourmenté. Sa vie a oscillé entre des sommets de félicité et des abîmes de douleur, et c'était dur à voir.
Alors, où qu'il se trouve, je souhaite qu'il ait trouvé la paix. Why do you think still people find it so hard to reach out to God? Because they can't see him. And people always don't believe in something they can't see. It's like seeing is believing. They have to see it to believe it. Mm-hmm. Alors que la planète entière pleure l'idole disparue, tout le monde est choqué par le comportement de la famille Jackson. À la mort de Michael, on aurait pu s'attendre à ce que son père montre un minimum de chagrin, mais il faisait la publicité de son nouveau label. Quelques jours après le drame, Joe Jackson provoque un scandale en répondant aux questions de CNN lors des BET Awards. Ces derniers jours ont dû être très pénibles pour vous tous. Et jusqu'où on peut descendre? Comment vont Janet et la famille, les filles? elles vont bien, mais j'ai une déclaration très importante à faire. Marshall et moi, on a monté une maison de disques qui s'appelle, dis-lui, Ranch Records. Le moment a été mal choisi pour faire une annonce. Certains membres de la famille ont cru bon de... Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont vendu des interviews. LaToya Jackson reçoit une somme non dévoilée pour une entrevue dans le Daily Mail où elle affirme qu'il a été assassiné. Le bruit court que Joe Jackson a été payé $200 000 pour les droits de son interview sur ABC. Et les suppositions ne s'arrêtent pas là. Joe Jackson a été payé par la ville de Gary qui était sur la paille pour assister aux obsèques de Michael. Ce n'est pas de l'amour. Il n'aimait pas Michael. D'après ce que Michael disait de Joe Jackson, on sait qu'il a toujours cherché à profiter de la famille. Le fait qu'il lance un label Jackson n'a pas surpris ceux qui ont suivi la saga familiale. La situation familiale de Michael Jackson menait directement au désastre. Peut-être que sa famille l'adorait, mais elle l'utilisait de bien des manières. Un cadre de l'industrie de la musique a été témoin des manœuvres de Joe Jackson. C'était au début des années 90, juste avant la sortie d'un nouveau single avec Eddie Murphy. 6 semaines avant la sortie de l'album, on reçoit un coup de fil de Joe Jackson. Si vous voulez conclure, vous devrez verser 20% de la part éditoriale à ma société. C'était un contrat à part. Je ne crois même pas que Michael était au courant. La disparition de son fils n'empêche pas Joe Jackson de réclamer toujours plus. Le testament ne lui laissant rien, il poursuit la succession pour obtenir une pension de $15 000 par mois. Débouté, il entame une procédure civile contre Conrad Murray pour homicide délictuel. Il est évident que Michael a été victime de tentatives cruelles de personnes qui ont voulu tirer profit de sa célébrité et de son succès. Ce n'est pas par manque d'amour ou de soutien, mais chacun voulait sa part du gâteau. Et son propre père ne le défendait pas. Je dois dire que malgré toutes les attaques et les critiques contre Joe Jackson, c'était un père formidable. Il a toujours été là pour Michael. C'est indiscutable. Il venait tous les jours au tribunal pendant le procès. Je crois que Michael l'aimait profondément. Regardez la trajectoire de Michael Jackson. C'était un enfant star. Et si on en croit ce qui a été écrit, Joe était un père abusif. Michael m'a raconté qu'il était maltraité physiquement et verbalement quand il était petit. Les enfants étaient menés à la baguette. Joe était très strict. Le jeune Michael Jackson a souffert de graves traumatismes. Il était couvert d'acné. Il m'a montré des photos. Then, like, you know, I broke out real bad. And the more I was bothered by it, the worse it got. Not only does it become the food you eat, but you become subconsciously scarred by it. Michael racontait de manière très imagée comment Joe piquait ses boutons avec une fourchette quand il avait une poussée d'acné. Il m'a dit aussi que son père s'était moqué de son nez plusieurs fois. C'est pour ça qu'il l'a fait refaire dès qu'il l'a pu. Si on nous inculque dès l'enfance qu'on est laid et que les gens ne nous accepteront que si on se transforme pour leur ressembler, ça vous marque à jamais. Quand quelqu'un qui possède cette sensibilité exacerbée subit traumatisme sur traumatisme,
On ne s'étonne pas qu'il finisse avec une dysmorphie corporelle, ni qu'il se mutile à coups d'opérations esthétiques. C'est toujours pareil, une fois qu'on a retouché quelque chose, on veut modifier autre chose. Il a toujours voulu être mince, il se trouvait gros. Il était superbe. Les femmes tombaient à ses pieds. Je ne comprends pas pourquoi, en tant que noir et fier de l'être, il a voulu changer son image. À mon avis, Michael Jackson faisait une crise d'identité. Il ne savait pas qui il était et il n'était pas satisfait de ce qu'il était. I'm a black American and I'm proud of it, and I'm honored of it. The bleach skin rumor, which is a rumor, I don't bleach my skin. One said I wanted a white kid to play me as a child, which was a rumor. Il a grandi sous nos yeux. Il voulait être différent. Et bien entendu, il a subi toutes ces interventions pour modifier son nez, ses joues, son visage, ses cheveux et aussi la couleur de sa peau. Michael Jackson aurait fait n'importe quoi pour se trouver plus beau. Les changements d'apparence de Michael provoquent bien des railleries et des rumeurs folles. Les médecins se gardent de confirmer l'étendue des opérations. Quand vous êtes une star planétaire, vous trouverez toujours quelqu'un pour satisfaire tous vos désirs. Personne ne peut vous dire non. Quand on regarde les photos prises au cours des ans, on se demande ce qui est arrivé à son nez. Je suis convaincu que s'il avait eu une autre enfance, il serait encore là. Il souffrait de graves troubles mentaux et émotionnels. Il avait besoin d'aide. Il est évident qu'un psychologue aurait dû examiner Michael Jackson chaque fois qu'il a eu recours à la chirurgie esthétique. Il aurait dû lui poser les questions suivantes. Que cherchez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait? Vous êtes très bien comme ça. Au final, aucun des visages de Michael Jackson ne s'est gravé dans notre souvenir. It can be very tough being a child star. When you get taller, the whole world, like, they say, how dare you grow up on us? Malgré les affres d'une jeunesse sous les projecteurs, Michael rêvait de fonder sa propre famille. En 1994, en pleine vague d'accusations de pédophilie, il épouse Lisa Marie Presley lors d'un mariage secret en République dominicaine. Pendant près de 2 mois, les démentis se succèdent. Les soupçons s'éveillent immédiatement. En tant que psychologue, il m'a semblé que sa relation et son mariage avec Lisa Marie Presley n'étaient qu'une mascarade. Pourquoi Lisa Marie l'a-t-elle épousé? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait eu un lien amoureux entre eux, mais qui sait? Le baiser sur MTV était ridicule. Il paraît que Lisa Marie s'est essuyé les lèvres après. Je crois que pour tous les deux, c'était un coup médiatique. Et se marier était bon pour son image à lui. Elle aussi a grandi dans des conditions particulières. Son père était l'homme le plus célèbre de la planète et comme Michael Jackson, elle n'a pas eu une vie normale. Il existait peut-être une entente profonde entre eux. Just think, nobody thought this would last. Et ça ne dure pas longtemps. 2 ans plus tard, Lisa Marie demande le divorce pour incompatibilité fondamentale. Et si certains s'étonnent de cette séparation brutale mais consentie, le véritable choc est encore à venir. Car Michael épouse une infirmière nommée Debbie Rowe, qui est enceinte de lui. Michael Jackson a agi honorablement. Il l'a épousée. Ces 2 mariages avaient un but. J'ignore s'il y a eu un mariage d'amour. Avec Debbie Rowe, il voulait des enfants. Il en parlait tout le temps. À un certain moment, il a voulu se marier et devenir père. Il adorait les enfants. C'était l'infirmière du Dr. Klein, le dermatologue de Michael. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Je ne sais pas s'ils étaient amoureux. C'est possible, mais ce n'était pas un mariage classique. Cette 2e cérémonie privée se déroule en Australie, durant la tournée mondiale History. Il avait besoin de redorer son image. Son union avec Lisa Marie Presley, la fille du King, s'était écroulée. Il lui fallait des enfants. Il lui a certainement fait une offre hors du commun et Debbie a accepté de porter ses enfants. Quel que soit le marché qu'ils ont conclu, je ne suis pas au courant. Mais connaissant Michael, il voulait ses enfants pour lui. Ce mariage fait immédiatement l'objet de spéculations. Le couple a beau répéter que leur union est parfaitement banale,
des signes troublants commencent à apparaître dès la naissance de leur deuxième enfant. Michael et sa femme, Debbie Rowe Jackson, a attendu une petite fille. Elle a eu une grossesse difficile pour Paris, leur deuxième enfant, et après elle ne pouvait plus concevoir. Michael a semblé alors se désintéresser d'elle. À ses yeux, elle n'avait plus d'utilité. Alors le petit prince va avoir une sœur. Oui. Et après? Laissez-moi respirer. Je me fais vieille. Debbie et Michael divorcent en 1999. Le bruit court que Debbie a été payée pour abandonner ses droits parentaux à Michael. Rien n'indique qu'elle ait vu les enfants depuis la mort de Michael. Je ne pense pas qu'elle les avait désirés. Elle a fait cadeau des enfants à Michael. C'est elle qui l'a dit. C'est elle qui a demandé le divorce. Je tiens plus que tout à mon amitié avec lui. Si ce mariage devient un obstacle à notre amitié, alors nous écarterons le mariage. Il voulait des enfants et il voulait les élever tout seul en père célibataire. Michael était un père extraordinaire. C'était une famille heureuse. Ça m'a frappé. C'était un père formidable, merveilleux, très attentionné. Il s'occupait de tout. C'était un père célibataire exemplaire. Michael semble s'épanouir auprès de ses jeunes enfants. Mais à mesure qu'ils grandissent, ces curieuses méthodes éducatives font jaser. Je pense que son rapport à la paternité était très conflictuel. Pour un homme-enfant dont le développement s'est arrêté, il est difficile d'endosser le rôle de père. Michael pouvait être très puéril. Il ne comprenait pas que certains de ses gestes puissent susciter la controverse. Le visage voilé des enfants, c'était pour les protéger, parce que lui-même avait été poursuivi par les photographes quand il était petit. Mais ça a été trop loin. L'incident du bébé suspendu provoque la critique la plus cuisante. Il avait emmené Prince et Paris devant la fenêtre. Le visage voilé, bien sûr, pour que personne ne puisse les prendre en photo. Mais il leur faisait saluer la foule, en bas. Les fans criaient « On veut Blanket! On veut Blanket !» Alors Michael, pour tenter de les calmer, a pris le bébé, l'a caché sous une couverture et l'a montré. La plupart des pères font sauter leur bébé en l'air et les rattrapent. C'est responsable, ça? C'est totalement irresponsable. Michael ne faisait rien à moitié. Il allait toujours à l'extrême. Masquer ses enfants, les cacher, c'était carrément ignoble, non? Est-ce que c'était la chose la plus intelligente à faire? Bien sûr que non. Il voulait montrer son enfant à ses admirateurs. Dans son exubérance, dans la fièvre du moment, il a fait quelque chose d'irresponsable. Il l'a reconnu après, mais il l'a fait. Au fil des ans, la curiosité du public s'attise. Les gens s'interrogent. Michael est-il bien le père biologique des enfants? Il a toujours prétendu que c'étaient ses enfants. Mais il suffit de les regarder pour voir qu'ils n'ont aucune des caractéristiques physiques de Michael quand il était plus jeune, avant ses opérations. On est donc en droit de se demander s'ils sont bien de lui. Et puis j'ai découvert une autre rumeur. Michael aurait sollicité de nombreux donneurs de sperme au fil des ans. Mark Lester, Arnold Klein, Marlon Brando, Homer Batty, Johnny Cochran, Chris Tucker et l'acteur disparu Robert Urich. Mark Lester, un ancien acteur enfant britannique, a annoncé qu'il était le père. Je crois que Paris pourrait être ma fille. Et je suis prêt à faire un test de paternité. Michael Jackson m'avait demandé en privé si j'accepterais de donner mon sperme en son nom. D'après ce que j'en sais, Michael est leur père biologique. Il me l'a dit, je ne peux que le croire. Debbie Rowe me l'a dit aussi. Je ne peux que la croire également. Michael m'a toujours dit qu'il était le papa de Prince et de Paris. Blanket, c'est-à-dire Prince Michael II, est né par mère porteuse. Chacun y va de sa théorie sur l'identité des pères biologiques des enfants. La plus émouvante suggère que Blanket serait le fils d'Homer Batty, un chanteur norvégien que Joe Jackson avait présenté comme le fils illégitime de Michael.
D'autres voient une ressemblance entre Prince et Paris et le docteur Arnold Klein. Si ce dernier admet avoir fait un don de sperme, il indique qu'à sa connaissance, les enfants ne sont pas de lui. Sur les photos, on voit une forte ressemblance entre Harriet et Paris. Tant que ces enfants ne décideront pas de faire un test ADN, ils ne sauront pas qui est leur père. Mon investigation m'a amené à conclure que le docteur Klein est probablement le père biologique de Prince et de Paris, et Homer Batty celui de Blanquette. Mais quelle importance! C'est Michael qu'ils appelaient papa. Je l'ai vu avec ses enfants. Ils étaient toute sa vie. Alors, c'est presque sans rapport. Michael était un père génial, toujours présent. Rien ne leur enlèvera ça. Qu'ils soient ses enfants biologiques ou pas, Michael était leur père. Point final. Depuis la disparition tragique et inattendue de Michael, l'avenir de sa progéniture passionne le monde entier. Il voulait certainement leur offrir l'enfance qu'il n'a jamais eue. Pourtant, il a mal agi. On ne passe pas son temps à dormir, ne pas dormir, prendre des pilules. Il aurait peut-être pu penser un peu à ses gamins. Enfin, est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui traite ses enfants comme ça? Les enfants vont s'en sortir. Leur famille les couvre d'affection. Nous attendons tous avec impatience de voir ce que vont devenir les enfants de Michael. J'ai vu Blanquette danser 1 ou 2 fois dans la cuisine. Ils sont très intelligents, ces petits, très artistes, très créatifs. Leur père a veillé à cet aspect de leur éducation. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Do it. Because to me, nothing's more important than making people happy. La saga Michael Jackson n'a pas pris fin avec sa mort. Nous regardons grandir ses enfants, nous discutons de son héritage, nos caméras assaillent les salles d'audience. Nous ne pouvons en détourner les yeux. À cause des lenteurs de l'enquête sur son décès, tout le monde s'est demandé ce qui se passait, qui avait fait quoi, quand, où et comment. L'histoire de Michael Jackson est une mosaïque brisée. Chacun en détient un fragment. Chacun a son idée sur la cause de sa mort. Ceux qui ont permis cela, qui l'ont rendu possible, se reconnaîtront. À mon avis, le médecin ne faisait pas attention. Je pense que c'est vraiment une erreur de la part du médecin. Je retiendrai la responsabilité de Conrad Murray et celle de Michael lui-même. Il n'était pas idiot. Il devait savoir qu'il allait trop loin. Il vivait sur le fil. Ces choses-là arrivent. Conrad Murray s'est fait épingler, et à juste titre. Mais il n'a pas prescrit tous ces médicaments. D'autres médecins font aussi ce genre de choses. On peut blâmer des tas de gens. Mais à quoi ça servirait maintenant? Michael n'aurait pas vieilli. Il ne voulait pas vieillir. Michael était Peter Pan. Je crois qu'une part de lui a toujours su qu'il mourrait jeune. Et que d'une certaine manière, sa disparition le rendrait immortel. Au-delà des nombreux facteurs qui ont entraîné sa mort, la cupidité, les médicaments, les fameux facilitateurs, une lueur de vérité transparaît. Le responsable, c'est peut-être Michael lui-même. Michael se mettait trop de pression pour être le meilleur. C'était un perfectionniste, c'est indiscutable. Quand il était sur scène, il régnait en maître. Et cet aspect perfectionniste de sa personnalité a causé beaucoup de complications. C'est une sorte de suicide, comme en commettent certaines personnes dont le mode de vie les mène à la mort. Je ne peux pas m'empêcher de penser que toutes ces années de souffrance, de pression, toutes ces fausses rumeurs, toutes ces accusations, y sont pour quelque chose. Alors que les faits s'accumulent, l'histoire de Michael sort du cadre personnel pour devenir universelle. Car derrière le portrait de la star, c'est nous-mêmes que nous entrevoyons. Michael Jackson est mort pour la même raison que notre société meurt. Michael Jackson, c'est nous. C'est l'icône de la musique américaine par excellence. Il fascine tout le monde depuis l'époque des Jackson 5. Il a été une source inépuisable d'émerveillement et de ragots.
Et il deviendra encore plus grand parce qu'il est mort jeune. Bien des gens iraient jusqu'à dire que Michael Jackson est notre culture populaire. Prenez ces 20 dernières années. On peut dire ce qu'on veut. On peut critiquer ses opérations esthétiques, sa façon de s'habiller, ses erreurs. Mais quoi qu'on dise, on parle toujours de lui. Il a touché le monde entier. Combien peuvent en dire autant? Il était bizarre et on l'a aimé malgré tout. Humainement, c'était un homme d'une grande douceur, bon et généreux. Sa musique vivra éternellement. Il va influencer des générations de musiciens, d'acteurs et de chanteurs. Quand j'étais gamin, ouais, il y avait Madonna. Ouais, il y avait tous ces artistes comme Prince et les autres. Mais pour moi, Michael Jackson était un magicien. C'était une bête de scène. Je doute fort qu'il soit surpassé un jour. Il avait plus que du talent. Cet homme écrivait, composait, produisait, arrangeait, dansait, chorégraphiait, jouait, et je pourrais continuer longtemps. Il devrait y avoir une photo de Michael Jackson dans tous les foutus dictionnaires en face du mot « artiste ». Dans le passé, je condamnais Michael Jackson parce que je ne savais pas qui il était. Je ne connaissais pas sa véritable histoire. J'ai passé 5 ans à en recoller les morceaux et je comprends enfin ce que le monde a perdu. De son vivant, aucun artiste n'avait son génie. Et si ça se reproduit de mon vivant, ça sera quand je serai vieux et tout sec. On ne reverra pas un autre Michael Jackson. Pas dans ce siècle. I wanted to be so much more, but I didn't have the chance and the time to perfect it the way I want to.